Bonjour à tous, bienvenue dans cette réunion de présentation de notre master spécialisé architecte des systèmes d'information de Central Supélec Executive Education. Donc, autour de la table, nous avons donc Laurie Delière. Bonjour Laurie. Bonjour messieurs, bonjour à tous. Donc je suis Laurie Delière, votre interlocutrice euh, pour votre procédure d'inscription et puis pour vous renseigner sur le programme, sur les différents financements. J'y reviendrai à la fin de cette présentation et puis serai également l'interlocutrice de votre entreprise. Merci Laurie. On a également donc Dominique Marcadet. Dominique, bonjour. Bonjour, bonjour tout le monde. Donc, Dominique Marcadet, je suis enseignant-chercheur à Centrale Supélec depuis quelques années maintenant. Je suis professeur d'informatique et j'ai enseigné un peu toutes les couches d'un système informatique, un peu le matériel, plutôt le logiciel maintenant. Mes activités de recherche sont plutôt orientées sur le génie logiciel, sur ce qu'on appelle l'ingénierie dirigée par les modèles. Et donc, j'ai le plaisir d'être co-responsable pédagogique avec Pierre-Frédéric de ce master spécialisé architecte des systèmes d'information. Merci Dominique. Donc moi-même Pierre-Frédéric Roberti. Je suis donc en charge avec Dominique de ce master spécialisé, également d'un ensemble de formations autour des thèmes des technologies de l'information en formation continue, donc au sein de Centrale Supélec EXED. On a des formations sur le cloud, sur l'architecture d'entreprise, sur le digital d'une manière plus générale. Et donc, je pilote ces formations pour des professionnels DSI qui souhaitent se mettre à jour par rapport aux dernières technologies. Alors aujourd'hui, notre thème, c'est le thème donc de l'architecture des systèmes d'information. Nous allons vous présenter donc notre formation, mais avant cela, en introduction, on voulait partager avec vous un certain nombre d'idées et forces sur l'importance de ce métier d'architecte des systèmes d'information dans toutes les organisations aujourd'hui en 2024. Et puis ensuite, on vous montrera comment notre master spécialisé vous permet d'acquérir les compétences clés de l'architecte des systèmes d'information. Quelques éléments, si vous voulez, de perspective sur le contexte dans lequel se situent aujourd'hui toutes les organisations. On est dans un environnement qui a beaucoup évolué ces dernières décennies, qui s'est beaucoup globalisé. Les entreprises sont dans des environnements qui sont très évolutifs, très volatiles, qui nécessitent beaucoup d'agilité, et elles doivent faire face également à beaucoup de complexité, complexité de l'organisation, complexité des technologies, et cette complexité n'arrête pas de croître. Euh, et donc, c'est difficile d'être toujours performant et à la hauteur des attentes de ses clients et de ses parties prenantes. L'autre paramètre très important de cette dernière décennie, c'est le rôle accru du numérique. On parle beaucoup de transformation digitale. Toutes les entreprises ont à leur agenda le fait de prendre en compte ces nouvelles technologies pour se transformer. Et donc, le numérique est partout. Et donc, on fait beaucoup d'investissements sur des projets numériques avec plus ou moins de réussite. Et le fait d'acheter et de développer des nouvelles technologies, ça accroît encore la complexité dans laquelle les entreprises évoluent, ce qui finit par être potentiellement pénalisant, puisque la complexité est complexe à gérer. Dans ce contexte-là, notre conviction, c'est que avoir des compétences en architecture, ça va aider à mieux structurer son système d'information, à mieux prendre en compte les évolutions technologiques et à bâtir des capacités pour l'entreprise pour qu'elle soit plus performante, tout en restant agile et en maîtrisant la complexité induite en particulier par les technologies. Donc si vous avez une bonne architecture, si vous êtes bien structuré, vous serez capable de continuer à évoluer et à être performant. Et donc pour ça, il faut que les entreprises bâtissent en interne des compétences en architecture, bien évidemment en recrutant des architectes, mais aussi en diffusant ces compétences chez d'autres acteurs de la transformation de l'entreprise. Alors ce contexte aussi, on a parlé de volatilité, il est marqué par une exigence pour les entreprises de se transformer en permanence. Donc
il faut s'adapter, il faut revoir ses priorités stratégiques et il faut conduire des projets de transformation en permanence. Et on va voir que les architectes interviennent de manière prépondérante dans ces projets de transformation. Alors l'entreprise, on va parler beaucoup de technologie, mais l'entreprise, elle utilise des technologies, mais ces technologies sont au service des métiers de l'entreprise. Et l'entreprise, elle a une certaine structure, elle a des activités, elle a une organisation, elle a des processus métiers, elle a bien évidemment des acteurs humains qui pilotent ces activités et qui vont utiliser les technologies de l'information qu'on leur met à disposition pour être encore plus efficient. Et tout ça est en étroite interaction. Donc le métier interagit avec la technologie et réciproquement. Et pour que l'entreprise soit performante, il va falloir optimiser la structure de tout ça. Donc faire les bons choix à la fois de structure organisationnelle, de définition de ces processus, et aussi les bons choix sur les technologies de l'information, de façon à ce que tout ça fonctionne de manière harmonieuse. Et on va avoir besoin de faire donc des choix de conception, à la fois du côté du métier et des technologies. Et c'est ça que peuvent apporter aussi les architectes. Quels sont les bons choix à faire, à la fois en termes de métier et en termes de technologie de l'information. Alors, historiquement, on a plutôt positionné les architectes des systèmes d'information que sur la partie basse de mon schéma ici, à savoir l'architecture des solutions technologiques, que ce soit sur du logiciel ou de l'infrastructure. Et en fait, on s'aperçoit aujourd'hui que les architectes des systèmes d'information doivent aussi prendre en compte un certain nombre de choix organisationnels et sur les processus, ce qu'on appelle l'architecture métier. Et ça fait partie du panel de compétences qu'on va développer quand on fait de l'architecture d'entreprise. Donc, on voit déjà apparaître deux grandes familles de métiers d'architecture. L'architecture solution, plutôt centrée sur les technologies de l'information, et l'architecture d'entreprise, qui s'intéresse aux technologies de l'information, mais les repositionne dans un spectre plus large, qui est celui finalement de toute l'entreprise, d'où le terme architecte d'entreprise. Voilà, donc mon entreprise, elle a une structure à l'instant T, et comme je l'indiquais précédemment, elle doit se transformer en permanence, donc cette structure évolue, et en permanence, on doit faire des choix dans les projets d'évolution de cette structure, de façon à ce que l'entreprise trouve la bonne configuration pour être performante et atteindre ses objectifs stratégiques. Donc, dans ce contexte-là, que fait un architecte, typiquement? Si on prend donc l'analogie avec les architectes des bâtiments, les architectes sont des gens qui font des plans, qui font des dessins, des schémas d'architecture, qui dessinent, qui formalisent la structure d'un système. Et en l'occurrence, les architectes des systèmes d'information sont des gens qui vont apporter une vision commune et partagée du système d'information en le décrivant, en le modélisant, et qui vont être capables donc, de décrire à la fois son état actuel, ce qui est très utile pour capitaliser sur une connaissance de ce qu'on a aujourd'hui, et en même temps, on va être aussi capable de travailler à décrire comment on veut que le système évolue, donc finalement faire les plans de notre système de demain, qu'on va ensuite construire, exactement de la même façon qu'un architecte des bâtiments fait les plans de la maison avant qu'on construise la maison. Ces plans, ils vont porter, alors bien sûr, sur le système d'information. Ce sont des schémas qui décrivent le patrimoine applicatif, toutes les applications dont on dispose, qui décrivent les infrastructures technologiques de l'entreprise, les serveurs, le réseau, etc. Ça, ce sont des schémas d'architecture classiques qui sont d'ailleurs plutôt portés par des architectes solutions. Et puis, on va étendre ça sur d'autres sujets. On est capable de faire des modèles d'architecture qui décrivent, par exemple, les activités de l'entreprise, qui décrivent sa structure organisationnelle. Et là, on va plutôt parler d'architecture métier, et on va aussi s'attacher à décrire comment on fonctionne aujourd'hui et comment on a envie de fonctionner demain, donc l'existant et la cible, ce qui permet ensuite, autour de cette vision commune et partagée, avec l'ensemble des acteurs de l'entreprise, de définir comment on doit se transformer,
c'est quoi les écarts entre l'existant et la cible, et quel est le chemin à parcourir pour construire la cible. Donc, par cette capacité finalement à visualiser ce qu'est l'entreprise et ce qu'elle souhaite devenir, l'architecte est un des acteurs qui aide les projets de transformation de l'entreprise. Alors, l'architecte, bien évidemment, va intervenir dans les projets de transformation. Donc, souvent, on associe l'architecte au mode projet, c'est-à-dire qu'au moment où on va décider de lancer un projet, on va avoir besoin de réfléchir à un certain nombre de choix, de conception qu'il va falloir faire. Et donc, dans cette phase de conception, on mobilise un architecte. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que, bien évidemment, pendant le projet, l'architecte intervient notamment dans les phases de conception, en accompagnement des équipes projets. Mais en fait, les architectes, ils interviennent aussi avant et après les projets. Et ils sont un petit peu au-dessus de la mêlée, si vous voulez. Ils vont aider à vraiment à piloter toute la transformation de l'entreprise. Et ça ne se passe pas que pendant les projets. Ça se passe aussi en dehors des projets. Parce qu'il faut assurer, je dirais, la cohérence entre les différents projets, d'une part, et puis d'autre part, la transformation de l'entreprise, c'est quelque chose qui prend du temps, et c'est un processus continu qui ne s'arrête pas à la fin d'un projet, mais qui continue avec les projets suivants. Et donc, il faut en permanence encadrer tous ces projets pour être sûr qu'ils nous mènent bien dans la bonne direction et que l'entreprise, du coup, atteigne ses objectifs. Donc, l'architecte est un facilitateur et doit faire en sorte que les projets se passent le mieux possible et contribue à réaliser la vision de l'entreprise. En amont des projets, qu'est-ce que font les architectes? Ils vont faire un travail de veille. Ils vont s'assurer de bien connaître l'état de l'art des solutions possibles. Ils vont également travailler à essayer de définir des standards, des principes d'architecture qui vont aider les projets à faire les bons choix. Et ils vont aussi travailler à réaliser tous ces fameux schémas d'architecture dont je parlais, qui documentent, qui formalisent la connaissance qu'on a de ce qu'est l'entreprise à l'instant T, et qui va être très utile au moment de démarrer un projet pour justement être capable de faire des analyses d'impact et aider les projets à faire les bons choix. Après les projets, ils interviennent également, notamment pour capitaliser sur ce qui a été fait par le projet, comment il a transformé l'entreprise, de façon à ce qu'on maintienne à jour un référentiel d'architecture, encore une fois, qui décrit comment l'entreprise est structurée, comment elle a évolué, et qui finalement aussi tire les leçons en post-mortem à la fin du projet sur qu'est-ce qu'on a bien fait, qu'est-ce qu'on n'a pas bien fait, qu'est-ce qu'on peut réutiliser aussi. Dans le métier d'architecte, la réutilisation, c'est quelque chose de très important. On essaye d'être dans cette logique, de bâtir des briques de base, comme des Lego, qui vont permettre de construire des solutions plus rapidement, plus efficacement et de façon plus modulaire dans les projets qui suivent. Donc si je peux capitaliser sur une brique qui a été construite dans un projet pour la mettre à disposition de projets futurs, c'est intéressant aussi. Donc, les architectes sont très focalisés aussi sur la construction de briques de base réutilisables. Et souvent, elles sont construites dans les projets et après, on capitalise dessus pour les projets suivants. Donc, vous voyez que mon activité d'architecte, elle n'est pas qu'à l'intérieur d'un projet, mais elle est aussi en transverse sur l'ensemble des projets qu'on conduit aujourd'hui et ceux qu'on fera demain pour assurer finalement la continuité dans la transformation. Alors, j'ai cité tout à l'heure deux types de profils d'architecte, l'architecte solution et l'architecte d'entreprise. Alors, commençons avec l'architecte solution. L'architecte solution, c'est celui qui est vraiment centré sur les technologies de l'information. C'est quelqu'un qui maîtrise très bien l'état de l'art technologique et qui est capable donc, à chaque besoin des métiers de l'entreprise, d'apporter une réponse, une solution technologique complète de A à Z, de l'infrastructure jusqu'à l'applicatif, donc répondant aux besoins des métiers. D'accord ? Donc là, on est dans le cœur du métier de l'architecte système d'information. C'est quelqu'un qui est capable d'assembler un ensemble de composants technologiques pour créer une réponse à un besoin. Donc c'est quelqu'un qui maîtrise à la fois des sujets très techniques d'infrastructure, qui maîtrise des techniques de développement,
qui est capable de faire de l'architecture applicative. Hein. Si vous voulez, aujourd'hui, dans l'architecte solution, on a la convergence de ce qu'on pouvait appeler auparavant des architectes techniques, donc plutôt centrés sur l'infrastructure, et des architectes applicatifs ou logiciels, plutôt centrés sur le développement. Aujourd'hui, avec l'émergence notamment du cloud, hein, on a de plus en plus une convergence de ces deux profils et on les réunit dans l'architecte solution, qui finalement est un architecte qu'on appelle full stack, hein, donc qui maîtrise l'ensemble de la pile technologique de l'infrastructure jusqu'au logiciel. Voilà. Donc, pour ces profils-là, très important de maîtriser l'état de l'art des technologies. Hein, et on a des profils qui sont quand même plutôt centrés sur la techno, hein, ici. Et alors, pour aller vers ce métier d'architecte solution, hein, soit on vient plutôt d'une filière d'experts techniques, hein, des gens qui viennent de l'infrastructure, des ingénieurs systèmes, des architectes techniques, des experts techniques. Hein, voilà. Donc, ceux-là, ils vont bien maîtriser plutôt l'infrastructure. Il faudra qu'ils se musclent sur la partie développement et architecture logicielle. Et puis, de l'autre côté, on a aussi des gens qui viennent plutôt d'un profil de type chef de projet applicatif ou développeur senior, qu'on appelle aussi des tech leads. Voilà, ces profils-là peuvent évoluer vers le métier d'architecte de solution. Il faudra eux qui se musclent plutôt sur la partie infrastructure pour être capable d'occuper complètement un poste d'architecte solution. Alors l'architecte solution, il travaille principalement en mode projet. Hein. Il est associé à un projet. À partir du moment où on a structurer un projet, définir un objectif pour le projet, il va falloir construire une solution et pour faire des choix de conception pour construire cette solution, on va faire appel à un architecte solution. Alors surtout si on est sur une solution complexe, hein, qui nécessite vraiment une réflexion d'architecture et donc sur lequel on va mobiliser des architectes solutions. Donc ça, c'est notre première famille d'architectes. Notre deuxième famille d'architectes, ce sont les architectes d'entreprise. Alors l'architecte d'entreprise est un architecte beaucoup plus transverse finalement aux différents projets, qu'on associe généralement au pilotage stratégique des évolutions du système d'information. L'architecte d'entreprise, c'est quelqu'un qui fait finalement deux choses. Une première chose, c'est de la planification stratégique, c'est-à-dire aider à structurer tout le portefeuille de IT, hein, de projets IT, de transformation du système d'information. Hein. On voit ici, par exemple, Business and IT Planning, donc souvent associé aux gens qui font le schéma directeur du système d'information. Et leur deuxième activité, c'est généralement de développer et de maintenir ce qu'on appelle un référentiel d'architecture, c'est-à-dire c'est l'ensemble des plans qui décrivent l'entreprise et son système d'information. Donc, on va décrire les capacités de l'entreprise, on va décrire le paysage applicatif de l'entreprise, les infrastructures de l'entreprise, et cela dans l'état actuel et futur. Alors, on a parlé de l'existant et de la cible. Hein. Typiquement, ces choses-là sont décrites dans des schémas d'architecture. Alors, on a différents acteurs qui peuvent alimenter et mettre à jour ces schémas-là, mais souvent, la démarche est structurée et pilotée par les architectes d'entreprise. Ensuite, on les mobilise beaucoup sur des phases de cadrage de projet, hein, où ils vont venir apporter un certain nombre de conseils sur les bons choix à réaliser, sur la définition du périmètre du projet, sur son impact sur l'existant, hein, avec des analyses d'impact, des analyses de dépendance, hein, et ils vont généralement avoir une approche très structurée, utilisant ce qu'on appelle des cadres d'architecture qui finalement définissent comment justement on fait tout ce travail de pilotage des évolutions du système d'information. Alors, architecte d'entreprise, on est souvent sur des profils qui sont plus expérimentés, des profils plus seniors, des gens qui ont déjà 10, 15, 20 ans d'expérience dans les systèmes d'information, qui ont un passé de chef de projet, directeur de projet. Souvent, ils ont été aussi architectes, hein, architectes solutions, architectes techniques, voilà, ce genre de profil. Souvent pendant longtemps dans la même entreprise, donc ils connaissent très bien le métier de l'entreprise.
Et ça leur permet d'accéder avec leur prise de recul et leur vision d'ensemble à ce poste d'architecte d'entreprise. C'est aussi un métier qu'on trouve beaucoup dans les sociétés de services et dans les cabinets de conseil, puisque les entreprises n'ont pas toujours internalisé ces compétences-là et donc peuvent faire appel à des consultants pour les aider justement à dessiner leur trajectoire de transformation et leur schéma directeur. Et c'est d'ailleurs souvent plutôt dans les cabinets de conseil qu'on a des opportunités d'exercer cette fonction d'architecte d'entreprise en tant que junior, puisqu'on a toujours besoin de consultants juniors aussi dans ces démarches-là. Et donc pour les plus jeunes qui seraient intéressés par cette discipline, souvent la porte d'entrée dans le métier passe plutôt par les cabinets de conseil. Alors, vous voyez, toutes ces compétences en architecture, elles sont très importantes. L'architecte d'entreprise pour aider à structurer toute la démarche de transformation, tout le portefeuille de projet et s'assurer dans le long terme qu'on va dans la bonne direction. L'architecte solution pour faire en sorte que chaque projet trouve la bonne solution, utilise correctement les technologies de l'information et finalement apporte une brique à l'édifice de transformation de l'entreprise. Donc, il nous faut tous ces profils-là, toutes ces compétences en architecture. C'est justement ce que nous, on essaye de vous apporter avec notre master spécialisé architecte des systèmes d'information. Alors, on va regarder un petit peu ce qu'on vous propose et à quel profil ça s'adresse. Donc, dans la formation, alors déjà, il faut voir que parmi nos candidats, on a beaucoup de gens qui sont déjà architectes, c'est-à-dire qu'ils ont ce titre dans leur entreprise, ils sont en activité, ils ont un poste d'architecte, et néanmoins, ils estiment nécessaire de faire la formation. Alors pourquoi? C'est souvent parce qu'ils ont appris le métier sur le terrain, et ils considèrent qu'ils n'ont pas forcément tous les fondamentaux méthodologiques, et ils ont besoin de revoir ça, de retrouver un cadre, et on leur apporte ça. C'est aussi une façon pour eux de faire reconnaître leur expertise avec un titre officiel, un diplôme finalement qui entérine le fait qu'ils sont effectivement des architectes des systèmes d'information. Donc ça, c'est une part non négligeable effectivement de nos participants. Ensuite, on a des professionnels des systèmes d'information, qui soient en cabinet de conseil ou en entreprise, donc qui sont sur d'autres métiers, qui ne sont pas architectes, qui sont experts techniques, chefs de projet, développeurs, voilà, tous les métiers du système d'information, qui ont croisé des architectes, qui ont vu ces architectes en action sur leur projet, et qui ont trouvé que c'était intéressant et qui souhaitent évoluer vers ce métier-là. Donc, ils ont envie de devenir architectes, mais ils ne le sont pas encore, et donc, assez logiquement, ils viennent acquérir ces compétences par la formation et par la mission en entreprise, donc qui seront amenés à faire dans le cadre de la formation. Donc, ce sont de futurs architectes, finalement, des architectes en devenir. Puis, on a une troisième catégorie, qu'on rencontre moins souvent, mais qu'on a quand même, notamment dans le domaine de l'architecture d'entreprise, qui sont des professionnels DSI qui ne sont pas architectes, n'occuperont pas un poste d'architecte après, mais vont quand même faire de l'architecture. On a vu ça notamment dans des petites structures, dans des PME, où on a une direction des systèmes d'information qui est une petite équipe d'une dizaine de personnes, par exemple, où eh bien, la personne qui va faire le schéma directeur, qui va piloter la transformation, c'est le responsable ou la responsable des systèmes d'information en propre. Et donc, acquérir des compétences en architecture d'entreprise, c'est clé pour cette personne. Donc, ils vont pratiquer l'architecture, mais en fait, ils ont plusieurs casquettes et ils vont pas être full-time dédiés à un poste d'architecte. Donc, on a eu déjà dans le passé des gens qui étaient managers des systèmes d'information qui venaient faire la formation dans l'option architecte d'entreprise en particulier, ou des chefs de projet techniques qui avaient besoin des compétences de l'architecte solution, puisqu'en fait, ils ont les deux casquettes dans leur métier. Voilà. Donc, c'est plutôt des cas exceptionnels, mais ce n'est pas à exclure. Par contre, nous, on va insister sur le fait que dans la formation,
On vous apprend l'architecture des systèmes d'information, on vous fait pratiquer l'architecture des systèmes d'information et vous devez démontrer dans la formation que vous avez acquis ces compétences et que vous pouvez occuper un poste d'architecte full-time, puisque c'est ça la vocation finalement de notre formation, c'est finalement de diffuser le plus largement possible un certain nombre de bonnes pratiques et de compétences en architecture. Alors, nos objectifs pédagogiques. Quand on fait de l'architecture, première chose, toute décision d'architecture doit s'appuyer sur une intime compréhension des besoins du client. Que souhaite faire le client? Quelles sont ses exigences fonctionnelles et non fonctionnelles? C'est les critères qui vont nous permettre de faire des choix d'architecture. Déjà, il faut s'intéresser au contexte de l'entreprise, au métier de l'entreprise, à l'existant technologique, et faire un travail, ce qu'on appelle d'ingénierie du besoin, pour être sûr d'avoir bien compris ce qu'il veut. Tous les architectes doivent savoir faire ça. Tous les architectes doivent être à jour de l'état de l'art des technologies. Donc, ils doivent avoir un processus de veille et ils doivent être capables de mobiliser toutes leurs connaissances des différentes technologies pour répondre à un besoin donné, être capable de développer des scénarios et de dire on peut faire solution A, solution B, solution C, et ensuite instruire un choix, c'est-à-dire essayer de développer un rationnel pour proposer la meilleure solution possible répondant aux besoins qui a été identifié. Pour ça, on va dérouler une démarche méthodologique, ce que nous on appelle le processus architectural, qui est une démarche rigoureuse, qui commence d'ailleurs par l'analyse du besoin, l'identification des différentes solutions possibles, des critères de choix, une évaluation des différentes solutions par rapport à ces critères pour aboutir effectivement à une solution préférentielle qu'on va recommander. Donc il y a de la méthode. Voilà. Et dans les préconisations qu'on va faire, bien évidemment, on est conscient que généralement il y a un existant, que la solution qu'on va préconiser, elle aura un impact sur cet existant, donc il faut mesurer cet impact, essayer de minimiser les risques, et de s'assurer qu'on va correctement intégrer la solution qu'on construit dans un existant qui doit continuer à fonctionner. Voilà, les critères de choix, ce ne sont pas que des critères techniques. Oui, il faut maîtriser les technologies et savoir prendre en compte l'état de l'art, mais il y a d'autres critères. Et l'architecte est quelqu'un qui a un profil pluridisciplinaire. Parmi les critères, il y a des critères financiers, il y a des critères organisationnels, humains, il y a des critères réglementaires. Et donc, je prends en compte l'ensemble de ces sujets-là. Je ne vais pas juste prendre la meilleure solution parce que c'est la plus belle technologie qui est la plus performante. Non, on va aussi regarder, est-ce que cette organisation est capable de faire vivre cette solution? Est-ce qu'elle a les compétences pour? Est-ce que c'est dans son budget? Est-ce que c'est conforme aux contraintes de sécurité et aux contraintes réglementaires? Un ensemble de paramètres sont pris en compte. Et donc, il faut que dans les compétences qu'on développe, on prenne en compte tous ces sujets-là et pas que des critères techniques. Alors, savoir interagir positivement avec toutes les parties prenantes, c'est très important. L'architecte est souvent quelqu'un qui a peu de relations hiérarchiques avec les différents acteurs des projets. Il travaille en transversal, et donc, s'il veut aboutir à ses fins, il doit faire preuve d'influence, de capacité de conviction, de capacité d'écoute aussi. Et donc, il y a un côté soft skills, comme on dit, qui est très important pour avoir du succès dans le métier d'architecte. Donc, on va forcément beaucoup insister là-dessus également. Voilà. Et puis après, c'est compliqué, effectivement, de tout faire. Donc, à un moment donné, quand vous faites de l'architecture, vous allez vous spécialiser, soit plutôt architecte solution, soit plutôt architecte d'entreprise. Et on a des contenus spécifiques pour ces deux familles d'architectes. Alors, si je résume un petit peu les types de compétences que nous allons travailler dans cette formation, il y a 3 grandes familles de compétences. Il y a des compétences méthodologiques, c'est toute la démarche de l'architecte, la posture de l'architecte, comment il va aborder les problèmes et comment il va structurer son étude d'architecture pour arriver à produire les livrables qui sont attendus de l'architecte. Il y a des compétences techniques, il faut maîtriser l'état de l'art des technologies,
Donc il faut forcément être à jour de ces différentes technologies, même pour un architecte d'entreprise qui a un profil souvent moins technique. Il faut quand même être informé de l'état de l'art technologique pour préconiser les bonnes solutions. Et puis on a une troisième famille de compétences dont je parlais à l'instant, qui sont les compétences comportementales ou soft skills, qui sont extrêmement importantes pour réussir dans le métier d'architecte. Il y a souvent des moments importants dans la vie d'un architecte, comme des prises de parole devant un comité de direction ou devant un comité de projet, où on va devoir présenter des préconisations d'architecture, donc le faire en montrant qu'on a compris les enjeux des décideurs et que voilà, on a trouvé la meilleure solution et qu'on est capable de la présenter d'ailleurs en des termes compréhensibles par le plus grand nombre et réussir donc à convaincre. Et donc ces compétences comportementales sont essentielles et souvent pas assez développées dans les profils techniques. Et donc il y a un besoin de grandir aussi sur cette dimension-là. Donc on l'a intégré également dans notre cursus. Alors maintenant, venons-en au programme du master spécialisé architecte DSI. Sa structure, elle est assez simple. Dans ce que je vous ai décrit dans les compétences à développer, il y a beaucoup de choses qui finalement sont très transverses à tous les types d'architectes, et donc on les a intégrées dans un tronc commun de formation qui concerne donc les deux familles d'architectes. Ce tronc commun dure 40 jours. Et il est complété par une option qui dure 20 jours, donc qui est soit architecte solution, soit architecte d'entreprise. Donc, on est sur un cursus qui va durer 1 an, 60 jours de formation au total, qui se répartissent donc à raison de environ 5 jours par mois, puisqu'on est sur une formation en alternance avec une mission en entreprise. Dans les 2 voies de spécialisation de 20 jours, on va véritablement apprendre des choses plus spécifiques de chacun des 2 métiers, architecte solution et architecte d'entreprise. Et ensuite, vous allez pouvoir donner une couleur particulière à votre profil en choisissant un électif. Dans les 20 jours, il y a 5 jours dits d'électifs. Un électif, c'est un cours qu'on fait au choix. Il y a 3 électifs qui sont proposés. Et quelle que soit votre option, vous allez pouvoir choisir parmi les 3, l'électif qui répond le plus à votre besoin particulier. Donc on est aussi un petit peu sur une formation sur mesure. Rentrons un tout petit peu plus dans le détail. Alors, voici les principaux modules de la formation dans le tronc commun. On a parlé méthodologie, donc on va revenir sur les méthodes d'architecture et d'une manière plus générale sur les méthodologies du système d'information, comment on pilote la transformation d'un système d'information. On va ensuite donner quand même des fondamentaux de gestion de projet, parce que les architectes s'insèrent dans les projets. D'ailleurs, une étude d'architecture est un projet à part entière. Et donc, il faut maîtriser les fondamentaux de la gestion de projet, connaître les projets gérés en mode classique, les projets gérés en mode agile, comment on interagit avec les équipes projets dans ces différents modes de fonctionnement. Ça fait partie des compétences de base aussi de l'architecte, je dirais, comme tout professionnel des systèmes d'information. Vous voyez qu'on aborde également donc l'ingénierie des exigences, très important pour bien comprendre les besoins et bien les formaliser. Et puis, on va aussi parler par exemple de la dimension financière d'un projet, puisqu'il faut avoir un certain nombre de compréhension des mécanismes financiers qui sont en jeu, de façon là aussi à intégrer ce critère-là dans les choix d'architecture. Ensuite, on a 3 modules qui sont des fondamentaux d'architecture d'entreprise, d'architecture logicielle et d'architecture technique. C'est un petit peu la base commune à tous les architectes. Si vous êtes architecte solution, vous devez quand même avoir une culture générale en architecture d'entreprise. Vous devez savoir ce que c'est que l'urbanisation du système d'information, par exemple. Donc, ces fondamentaux vous l'apportent. Et puis, si vous êtes architecte d'entreprise, vous devez quand même avoir un minimum de compétences en architecture technique et logicielle, et c'est ce qu'apportent ces deux modules de fondamentaux. Voilà. Donc ça donne un petit socle commun à nos architectes avant qu'ils se spécialisent dans leur option respective. On va parler un petit peu de l'état de l'art des technologies, insister notamment sur
comment je mets en place une veille technologique. Un architecte, c'est quelqu'un qui en permanence met à jour ses connaissances sur les technologies de l'information. Donc, il a un process de veille en place. Et puis, on va vous parler d'un certain nombre de sujets qui sont fortement d'actualité, de data science, d'intelligence artificielle générative, Internet des objets, un certain nombre de thématiques qui ne sont pas forcément connues à la base et qui sont pourtant très importantes aujourd'hui. Voilà. Et puis ensuite, on a 2 modules, compétences comportementales et compétences transverses. Donc nous, on va travailler en particulier la prise de parole en public, très important pour l'architecte, sa capacité à interagir avec des décideurs, dans le module leadership de l'architecte, comprendre les enjeux des décideurs, les reformuler et apporter la bonne solution. Et puis sur le fonctionnement transverse, être capable d'animer une communauté, notamment quand vous êtes dans une grande entreprise, souvent vous allez collaborer dans une communauté d'architectes. Là, c'est un mode de fonctionnement, on va dire, non hiérarchique, collaboratif, qu'il est important de bien comprendre. Et puis dans les compétences transverses, j'ai parlé des critères non techniques à prendre en compte pour un architecte, les aspects financiers, les aspects réglementaires qui apparaissent ici avec le module sur la législation applicable au SI, la négociation raisonnée, une capacité d'influence pour, je dirais, vendre ses préconisations. Et puis la gestion de crise, parce qu'il faut savoir que très souvent, en situation de crise, quand il faut réparer un système qui a été attaqué ou qui a fait l'objet d'un sinistre majeur, eh bien on va aller chercher les sachants qui maîtrisent l'architecture du système pour pouvoir le reconstruire. Et souvent, les architectes sont mobilisés à cette occasion. Donc, avoir quelques fondamentaux de gestion de crise, c'est intéressant également. La journée mémoire, c'est la journée où on fait un petit peu le kick-off de la rédaction du mémoire. On explique un petit peu les tenants et les aboutissants de cette activité qui est extrêmement importante dans notre master spécialisé. Je vais y revenir un petit peu plus tard. Ensuite, vous allez rentrer dans les options. Vous aurez choisi alors l'option soit architecte solution, soit architecte d'entreprise. Il est important d'ailleurs de préciser que nous demandons dès l'inscription un choix d'options parce que on a des profils qui se présentent qui sont adaptés pour l'option architecte solution et pas pour architecte d'entreprise et vice-versa. Donc votre admissibilité peut dépendre aussi du choix de votre option. Bon, classiquement, l'architecte solution, c'est un sachant technique, donc qui doit être complètement à l'état de l'art, à la fois sur les infrastructures et sur l'applicatif. Donc, on va beaucoup parler des technologies actuelles autour de la virtualisation, du cloud, des conteneurs, des démarches DevOps et de la sécurité, qui est un sujet qui est de plus en plus important. Alors que pour l'architecte d'entreprise, on va être davantage focalisé sur l'accompagnement du pilotage de la transformation du système d'information. Donc, l'architecte d'entreprise doit comprendre ce que c'est qu'une stratégie d'entreprise, comment on gouverne le système d'information, comment on fait des choix de projet, comment on définit un schéma directeur, comment on pilote un budget IT, comment on applique ce qu'on appelle les cadres d'architecture d'entreprise, donc qui sont finalement des référentiels méthodologiques pour justement faire de l'architecture d'entreprise. Et puis comment on structure ce qu'on appelle les cartographies, ou les schémas d'architecture du système d'information, dans le module donc, de modélisation d'entreprise. On modélise l'entreprise, ses processus, ses activités, et puis également son système d'information, donc son patrimoine applicatif et ses infrastructures. Et puis on a également un petit module sur la sécurité, parce que je pense que c'est un sujet très transverse que les architectes d'entreprise aussi doivent maîtriser. L'électif de 5 jours vous permet de donner une couleur à votre profil. Si finalement vous êtes architecte solution et que vous avez envie d'être plutôt focalisé sur l'infrastructure, vous pouvez prendre l'électif architecture technique. Si par contre vous voulez monter sur la maîtrise des pratiques de développement, qui est plutôt une couleur architecture logicielle, vous pouvez prendre cet électif-là. Et puis on a l'électif TOGAF. TOGAF est une méthode d'architecture bien connue. Donc nous, on a un cours qui prépare à la certification TOGAF.
C'est plutôt un électif destiné aux architectes d'entreprise, mais on a fréquemment des demandes d'architectes techniques qui veulent faire également cet électif-là, parce que dans certaines entreprises, on impose d'être certifié TOGAF, quel que soit le profil de l'architecte. Donc ça peut aussi intéresser des architectes solutions. L'électif est totalement au choix, donc en fonction de son propre parcours, on peut adapter sa formation. Alors, quelques modalités pratiques de la formation. On a un campus assez exceptionnel sur le plateau de Saclay à Gif-sur-Yvette. On va capitaliser sur ce campus. On fait des formations en présentiel. Le présentiel, pour nous, est important parce qu'il permet de générer de l'échange entre les participants et avec les intervenants, qui sont des gens très expérimentés en architecture. Donc, le présentiel a une qualité indéniable. Et puis, nos infrastructures nous permettent de faire des cours dans d'excellentes conditions, donc profitons-en. On est sur un master spécialisé dit exécutive part-time, donc qui s'adresse plutôt à des professionnels en activité, et on va pouvoir continuer à travailler pendant la formation, puisque les cours représentent 5 jours consécutifs, une semaine par mois, 3 semaines en entreprise, une forme d'alternance qui permet de continuer son activité professionnelle tout en se formant. Voilà. L'ensemble des modules que je viens de décrire donc, sont évalués par un test. C'est soit une étude de cas, soit un test de type QCM qu'on réalise pour valider chacun des modules, ce qu'on appelle donc la validation de la partie académique du cursus. Et puis, il y a la partie mission en entreprise, où là, on a une partie dite pratique, avec la rédaction d'une thèse professionnelle et une soutenance devant un jury, qui est une partie extrêmement importante, puisque pour nous, il faut démontrer sur le terrain qu'on a acquis les capacités de faire de l'architecture. Et donc, la mission d'entreprise doit être choisie avec beaucoup d'attention. Il faut pouvoir pratiquer de l'architecture, et ça va servir de support à la rédaction du mémoire, et ensuite à la soutenance qu'on va faire devant le jury. Donc pour les professionnels qui sont déjà architectes, bon, ça tombe bien, ils font de l'architecture, donc leur mission en entreprise est toute trouvée et il n'y a aucun souci. Pour ceux qui veulent devenir architectes, il va falloir trouver dans leur entreprise un moyen d'être associé à une étude d'architecture, de façon à pouvoir pratiquer ce qu'ils apprennent pendant la formation. Donc ça peut déjà être un petit peu plus compliqué. Et puis pour ceux qui ne sont pas encore en entreprise, qui n'ont pas forcément de CDI, va falloir trouver une entreprise qui les accueille pour leur alternance et qui leur confie effectivement une mission où on fait de l'architecture. Sinon, on risque d'avoir des difficultés à valider cette partie pratique. Et notre constat souvent, c'est que les cas d'échec, qui sont rares mais ils existent dans la formation, c'est souvent à cause de la mission en entreprise et du mémoire qui n'est pas d'un niveau suffisant en architecture. Voilà, donc j'insiste là-dessus, c'est vraiment quelque chose qui est peut-être un petit peu spécifique à notre formation. Dans les masters spécialisés, souvent, on rentre dans un master spécialisé temps plein, on suit les cours, à la fin des cours, on va dans une entreprise, on cherche un stage, on fait un stage, et puis on valide la formation. Nous, ça se passe en même temps que les cours, en alternance, et dès le début, il faut avoir une idée assez précise de ce qu'on va faire dans la mission, si on veut être sûr d'avoir une bonne mission et d'obtenir le diplôme à la fin. Voilà, donc c'est pour ça que dès le début de la formation, on va solliciter les participants pour identifier leur sujet de projet qui sera leur sujet de thèse professionnelle. Il faut faire une vraie étude d'architecture, il faut pratiquer la démarche de l'architecture qu'on aura vue dans le cursus, et voilà, c'est pas de la gestion de projet, c'est pas du développement, c'est pas de l'expertise technique, c'est vraiment de l'architecture. Il faut qu'il y ait cette dimension-là dans la mission qui vous est confiée. Bien évidemment, vous êtes accompagné, donc dans le meilleur des cas, il y a un vrai accompagnement de l'entreprise avec un tuteur en entreprise qui vous suit et ça vous met dans les meilleures conditions. Dans tous les cas, vous aurez un tuteur école
qui va vous suivre, vous expliquer comment on fait une thèse professionnelle, qu'est-ce qui est attendu de la thèse professionnelle et qui va vous suivre régulièrement pour s'assurer que vous développez correctement ce mémoire. Ce mémoire, donc, c'est la partie écrite qui est remis donc, à la fin de la formation, qui est évalué par un jury, qui ensuite vous écoutera lors d'une soutenance qui dure 1 heure. Vous allez défendre votre thèse professionnelle. Ce jury est constitué à la fois d'enseignants de l'école et de professionnels, de gens qui sont architectes, qui vont pouvoir juger sur pièce la qualité de votre travail et donc entériner que vous avez bien acquis la posture, les compétences et les bonnes pratiques d'un architecte des systèmes d'information. Voilà. C'est un élément absolument majeur. En général, la partie académique se passe toujours bien. Le contrôle continu permet effectivement de valider la partie académique sans trop de difficultés. La partie pratique, c'est plus compliqué. C'est pour ça que c'est stratégique de choisir un bon sujet de projet en entreprise et de vous mettre dans les meilleures conditions. Et le tuteur vous y aidera pour faire un mémoire de qualité et une soutenance pertinente qui permette au jury de vous attribuer le diplôme en fin de formation. Alors, pour la suite, ce que je vous propose, c'est de passer la parole à Laurie, qui va vous parler un petit peu de tout Oui. ce processus d'admission, les critères d'admission, et puis le process pour nous rejoindre. Merci Pierre-Frédéric. Oui, donc comme je vous l'expliquais en début de présentation, donc je suis votre interlocutrice pour confirmer ensemble votre éligibilité et puis vous accompagner dans votre démarche d'inscription jusqu'au démarrage de la formation au mois d'octobre. Donc Pierre-Frédéric vous expliquait tout à l'heure, c'est une formation qui est dédiée à des professionnels en activité, mais nous acceptons quelques profils jeunes diplômés sous certains critères. Donc, effectivement, il faut être titulaire d'un bac+5 ou d'un bac+4, mais avec avoir effectué au moins 3 années d'expérience professionnelle en lien avec la formation visée. Pour les profils dérogatoires, donc jeunes diplômés, ce serait par exemple des stages ou de l'alternance. On a également, à titre dérogatoire, la possibilité d'accepter des candidats qui ont 5 ans d'expérience professionnelle avec une procédure VAP, c'est une validation des acquis professionnels, ou des professionnels qui ont plusieurs années d'expérience et qui n'ont que, entre guillemets, une licence. Voilà, donc c'est aussi une procédure particulière via la VAP, la validation des acquis professionnels, mais je vous accompagne dans ces démarches-là. Les moyens de financement. Alors, nous avons la chance de cette formation délivre un titre RNCP de niveau 7, donc bac+5, dont le diplôme est architecte des systèmes d'information, ce qui vous permet en tant que participant soit d'être en contrat de professionnalisation, donc en alternance. Cela concerne soit les profils dérogatoires dont je vous parlais tout à l'heure pour les jeunes diplômés, mais cela peut concerner aussi des personnes qui ont plusieurs années d'expérience, qui sont demandeurs d'emploi, et bien qu'ils aient plus de 26 ans, ont la possibilité de suivre un contrat de professionnalisation. Et donc, par conséquent, de faire financer leur formation par leur entreprise d'accueil. Les professionnels qui sont en activité peuvent faire financer leur formation également par leur entreprise via le plan de développement des compétences, qui est le nouveau nom du plan de formation. Grâce à ce titre RNCP, vous pouvez également mobiliser votre compte CPF pour financer une partie de votre formation, avec un abondement soit de votre entreprise, soit un abondement via vos fonds propres. C'est possible aussi. Le CPF de transition professionnelle, qui est le nouveau nom du dossier FONGECIF, qui est assez exigeant. Donc, je vous accompagnerai aussi dans la rédaction de ce dossier qui est important et qui demande certains critères d'éligibilité au préalable. Et donc, je vous aide et je vous accompagne aussi sur cette partie-là. Donc, il y a différents moyens de financement possibles
qui sont assez spécifiques en fonction de votre profil et de votre situation. Et je me ferai un plaisir de vous répondre et d'échanger avec vous de vive voix sur ces différentes modalités. Pardon. La procédure de candidature est très simple. Je vous invite à scanner ce QR code qui vous redirige vers notre plateforme de candidature en ligne. Donc c'est un dossier assez standard. Nous vous demandons un CV, une lettre de motivation, votre dernier diplôme, des recommandations. Nous demandons 2 recommandations obligatoires. Donc vous renseignez les coordonnées de vos référents et puis la plateforme adresse automatiquement un email avec le formulaire de recommandation à compléter. Vous devez attendre de recevoir ces 2 recommandations pour pouvoir ensuite finaliser et clôturer votre dossier de candidature. Pierre-Frédéric et Dominique vous recevront ensuite en entretien d'admissibilité, un entretien de motivation. Vous allez présenter aussi votre projet professionnel, motiver votre choix de spécialisation entre architecte solution ou architecte d'entreprise. Et c'est à l'issue de cet entretien que nous pourrons vous confirmer si oui ou non vous êtes admis. Une fois que vous obtiendrez ces résultats, je vous contacte évidemment et puis nous mettons en place toute la partie administrative et financière. L'élaboration du contrat de professionnalisation, les démarches administratives avec votre entreprise, dont je serai également l'interlocutrice, et puis toutes les autres démarches auprès des différents financeurs pour l'obtention d'un financement externe. Et ensuite, début des cours. Donc la rentrée cette année aura lieu le 14 octobre. Et donc le rythme, 1 semaine de formation par mois, 3 semaines en entreprise, jusqu'au mois d'octobre de l'année prochaine. Très bien, merci Laurie. Je crois qu'on arrive à la fin de ce webinaire. Est-ce que tu as pu Oui, noter un certain nombre de questions qui sont remontées de nos participants? oui, j'ai constaté qu'il y avait 3 questions. Alors, la première, quels sont les pièces justificatives demandées pour constituer un dossier? Bien, je viens de vous répondre. Quels sont les débouchés pour les diplômés de ce master spécialisé? Ok, alors les débouchés, donc de manière évidente, hein, c'est une possibilité d'obtenir un poste d'architecte des systèmes d'information. Ce genre de poste va se retrouver soit dans des directions des systèmes d'information, notamment de grandes entreprises, hein, parce qu'on trouve beaucoup d'architectes dans les grandes entreprises, soit dans des cabinets de conseil ou dans des ESN. On trouve également beaucoup d'architectes, effectivement, dans les ESN. Ce qu'il faut savoir, c'est que donc, le métier d'architecte des systèmes d'information, c'est un métier quand même relativement de niche, mais c'est un métier considéré comme excessivement stratégique, hein, et donc c'est des profils qui sont recherchés. Hein. Aujourd'hui, il y a une pénurie, même s'il n'y a pas énormément de postes d'architectes, enfin en tout cas moins que par exemple des développeurs ou des chefs de projet. Ça reste un métier sur lequel la demande est excessivement forte parce que c'est un métier exigeant, difficile, et que donc les entreprises ont du mal à trouver des bons architectes. Et c'est aussi pour ça que beaucoup d'entreprises nous envoient un certain nombre de leurs collaborateurs pour les faire monter en compétences à la fois sur la démarche, la méthode et les soft skills. Donc il y a beaucoup de débouchés, hein, et c'est une voie de progrès naturelle pour beaucoup de professionnels du système d'information, hein, qui ont fait du développement ou de l'expertise technique ou de l'ingénierie système, et c'est une évolution à la fois sur le contenu et une évolution salariale naturelle pour beaucoup de professionnels. Donc il y a beaucoup de débouchés. Donc nous ensuite, je vais un tout petit peu tempérer, c'est que comme on a beaucoup de gens qui sont déjà architectes dans leur entreprise, quelque part, faire le master leur permet simplement d'entériner effectivement ce job-là et puis d'obtenir des augmentations de salaire et ou de poursuivre leur carrière dans d'autres organisations.
Euh, Là où c'est le plus transformant, c'est pour les gens qui n'étaient pas encore architectes, qui peuvent le devenir grâce à la formation. Là, en général, ça fait une grosse différence pour eux, à la fois sur le plan des missions et du salaire associé. Ouais. Voilà, donc après, ouais, Oui, vas-y. juste pour préciser, Laurie, excuse-moi, donc une grosse différence quand même entre architecte solution et architecte d'entreprise. Hein, souvent, les architectes solutions sont des gens qui vont travailler en mode projet, donc sur des projets, et avec une dimension technique assez forte. Donc, on peut caractériser peut-être un petit peu plus les deux profils. Hein. Sur architecte solution, on a des gens qui sont un peu plus jeunes, entre 25 et 35 ans, beaucoup en ESN, mais aussi pas mal en entreprise, et qui travaillent avec un contenu technique important, alors que l'architecte d'entreprise se trouve davantage en entreprise, un petit peu dans les cabinets de conseil aussi, plutôt un peu moins nombreux, et c'est des profils un peu plus seniors, on va dire plutôt 30-40 ans et plus. Nous, on a des participants dans la formation qui ont plus de 40 ans, donc plus de 50 ans. Donc, vous voyez, c'est à la fois une preuve qu'on peut encore faire du système d'information à des âges plus avancés, et en même temps que pour faire architecte d'entreprise, généralement, c'est des profils plus seniors. Tu viens de répondre à la dernière question, tu vois, donc c'est Dis-moi, parfait. dis-moi. La Oui. dernière question, elle demandait, pourriez-vous fournir plus de détails sur, je reformule, hein, pourriez-vous fournir plus de détails sur les critères techniques requis et attendus afin de pouvoir suivre l'option architecte solution? Alors oui, ça on n'a pas tout à fait répondu. C'est une question importante. Ce qu'il faut savoir, hein, c'est que le master spécialisé architecte système d'information, c'est pas une formation générale qui est là pour vous donner un vernis technique. Hein. C'est une formation qui s'adresse à des gens qui ont déjà des fondamentaux techniques forts, c'est-à-dire qui ont soit une formation scientifique et technique, idéalement déjà un diplôme en informatique et une première expérience professionnelle. Donc les fondamentaux techniques, ils les ont déjà. Et nous, on fait une upgrade par rapport à ça. On fait une mise à jour sur l'état de l'art. Donc, on ne va pas vous apprendre les fondamentaux du réseau, des bases de données, des systèmes, etc. On considère que vous l'avez en entrée, surtout pour Architect Solutions, et que nous, on va vous amener à l'étape d'après. Hein. Donc, c'est quoi les évolutions de ces technologies-là, etc. Donc, on a déjà eu des candidats qui, effectivement, n'avaient pas les fondamentaux techniques pour nous suffisants pour pouvoir devenir architecte solution. Donc, c'est quand même relativement exigeant, hein, et c'est compliqué de. Enfin, c'est pas possible de penser pouvoir rattraper ce retard si on n'a pas eu ces fondamentaux-là, soit par l'expérience, soit par la formation. Et donc c'est pour ça on est assez drastique, hein, sur les profils qui vont faire architecte solution. Merci Pierre Frédéric. Je ne vois pas d'autres questions. Ok, très bien. C'est que nous avons été suffisamment clairs. Tu as été suffisamment clair. J'espère en tout cas que tout ça vous aura intéressé. On reste à votre disposition et à votre écoute si jamais vous avez des questions. Puis on est impatient de recevoir vos candidatures ou vos questions si vous en avez sur la formation. Et donc, on va vous souhaiter une bonne continuation. Merci beaucoup. Très bonne journée. Au revoir. Merci, très Au bonne revoir. journée. Au revoir.